la vie. La vie a toujours la même valeur, quel que soit le lieu où nous sommes nés, quel que soit le lieu où nous grandissons, ou quelle que soit la force de notre instinct de survie. Nous connaissons ces signes. Il est facile de le reconnaître, même si nous ne les entendons pas. La vie, nous la reconnaissons dès que nous la voyons. Et surtout, nous pouvons mieux la reconnaître lorsqu'elle nous est enlevée. Bon, alors bonjour Madame Française, est-ce que vous pouvez nous expliquer du point de vue scientifique quand commence exactement la vie pour la grossesse? On peut essayer quand même de donner quelques notions. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même bien connues en ce qui concerne la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, c'est-à-dire entre un gamète mâle et un gamète femelle. Mais ça, c'est pas tout le monde connaît ça. Mais ce qui se passe tout de suite après, c'est vrai que c'est assez fantastique quand même dans l'explosion d'énergie pour mettre en place tout ce système qui va aboutir au développement d'un enfant, développement d'abord de l'embryon, puis du fœtus. Depuis 1827, avec Karl Ernst von Baer, la science déclara qu'une nouvelle vie commence à partir de l'union du spermatozoïde et de l'ovule, en formant ainsi le zygote. Dans cette unique cellule est déjà présent tout le matériel génétique qui constitue l'être humain. L'interruption de cette vie en développement s'appelle IVG. Dès qu'il est fécondé, il y a ce qu'on appelle une membrane pellucide ou une zone pellucide qui protège l'embryon. Le cœur bat assez rapidement, au bout du 12e jour, je crois, enfin c'est assez rapide. Dès la trompe, dès la fécondation, c'est le tsunami de mise en place de phénomènes qui sont indispensables. Il faut que quand l'œuf arrive dans la matrice utérine, qu'il y ait déjà des tas de choses en place, et au bout de 4-5 jours. Thérèse est enseignante, mariée, et attend son premier enfant qui doit venir au monde dans 1 mois. Quand j'ai su, même avant d'avoir le test de grossesse, je savais que j'étais enceinte, enfin, j'ai senti. Et puis, en fait, ma première réaction, ça a été d'avoir peur. Pourtant, enfin voilà, c'était quand même, j'avais vraiment envie d'avoir un enfant, enfin, avec Pierre aussi, on avait vraiment envie d'avoir un enfant. Et en fait, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ah mais ça va être pour de vrai, et puis est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va être possible? Alors pendant 2-3 jours, voilà, j'ai eu peur. Voilà, après, c'est sûr que j'étais super contente, super heureuse, mon mari aussi. Nous avons quelques groupes scientifiques qui prétendent que la vie elle commence à partir de la 12e semaine de grossesse. Quelle est la vision de l'Église à ce propos? Alors je serais curieux de savoir quels sont les arguments qui sont donnés pour dire que la vie commence à la 12e semaine. C'est un chiffre qui me paraît complètement arbitraire, hein. De la même manière que dans une certaine tradition plus ancienne, on a dit par exemple que la personne n'était là qu'au 40e jour pour les garçons et au 80e pour les filles, hein. On l'entend de temps en temps encore, cet argument-là. Bon, je trouve ça assez, comment dire, sans base réelle. Voyez. On sait très bien qu'à partir du moment où il y a eu fécondation, hein, le processus, et ça scientifiquement c'est prouvé, le processus de division cellulaire qui fait qu'on passe d'une cellule à 2, puis 4, puis 8, etc., se produit dès les premiers instants. Donc une vie nouvelle est entièrement commencée dès ce moment-là. Hein. Alors après, évidemment, tel ou tel organe du bébé commencera à apparaître un peu plus tard. Hein. Oui. D'abord le cœur, puis après on discernera davantage la forme du visage, et puis les terminaisons nerveuses, etc. Tout ça évolue évidemment et se met en place au fur et à mesure des 9 mois de grossesse. C'est un processus continu, mais la vie elle-même est commencée dès le premier instant. Quel est le statut du fœtus alors? Alors, le fœtus n'a pas de statut en deçà des 12 semaines de grossesse. Et l'argument qui est avancé, c'est que l'embryon humain n'a pas la personnalité juridique. Parce que la personnalité juridique en droit est donnée à la naissance. Donc, on nous dit,
comme l'embryon humain n'a pas la personnalité juridique, il n'est pas né, il ne peut pas être titulaire de droit, ni titulaire du droit à la vie. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas la personnalité juridique que ce n'est pas une personne. Donc en fait, on contourne la difficulté. Dans le monde, nous avons plus de 50 millions d'avortements tous les ans. En France, ce chiffre est d'à peu près 220 000. Si nous prenons les statistiques depuis 1975 en France, ce chiffre est d'environ 7 millions d'avortements pratiqués. Nous, en France, c'est la loi du 15 janvier 1975 qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. Actuellement, c'est l'article L2212-1 du Code de la santé publique. Tout ce qui concerne la vie est dans le Code de la santé publique et qui nous dit que l'interruption volontaire de grossesse est possible avant la fin de la 12e semaine. Alors la première chose importante que je peux voir dans la grossesse, c'est le moment où on a fait la première échographie, où là on a vu le bébé pour de vrai. Donc ça a été très touchant et puis ça m'a permis de me rendre compte que en fait c'était pas... Voilà, c'était une nouvelle vie, mais que cette nouvelle vie c'était vraiment un enfant. Cette vie nouvelle n'est pas celle de la mère. Oui. La mère est porteuse de cette vie, mais ce qu'elle porte ne se confond pas avec sa propre vie à elle. Autrement dit, un fœtus n'est pas une tumeur. Oui. Une tumeur cancéreuse qui peut se développer et qui fait partie de l'organisme de la personne. C'est une vie différente, avec un programme génétique qui est en place là aussi dès le début et qui est différent de celui de la mère. Alors la vie du fœtus est dépendante de celle de la mère, puisque c'est la mère qui le porte, c'est la mère qui va le nourrir, c'est la mère qui va le protéger, qui va le mener à terme, bien sûr. Dans ce sens-là, cette vie n'est pas une vie autonome, mais c'est bien quand même une vie différente de celle de la mère elle-même. Oui. Laure et Dominique ont 5 enfants. La troisième s'appelle Philippine et est atteinte de trisomie 21. En fait, j'ai pas su tout de suite qu'elle était atteinte de trisomie 21. En fait, c'était à la première échographie de mon troisième enfant. Quand le médecin a posé la sonde sur mon ventre, elle a fait une drôle de tête et j'ai pensé que le matériel médical ne marchait pas et en fait c'était le bébé qui avait un gros souci. Et du coup Philippine avait un hygroma kystique, elle était pleine d'eau autour de son profil d'échographie. Et c'est révélateur à 80% d'une anomalie chromosomique, mais nous ne savions pas encore laquelle. Donc là, le monde s'est écroulé. C'est vrai que j'ai vraiment eu un moment difficile avec une tentation d'avortement et avec surtout le janvier, en fait, les gens qui avortaient sans compter. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait 2 catégories de gens. Ceux qui avortaient comme s'ils allaient se faire arracher une dent et ceux qui ne pouvaient pas parce qu'ils avaient une vie qui faisait que ça allait être incohérent. En fait, je me suis aperçue que ce n'était pas ça du tout, que c'est toujours très douloureux et très compliqué. Mais voilà, pendant ces 4 jours... j'avais l'impression d'être du mauvais côté de la barrière, en fait. On observe chez beaucoup de femmes qui ont avorté un état dépressif et des désordres divers. Culpabilité, perte de l'estime de soi, désir de suicide, anxiété, insomnie, colère, troubles sexuels, cauchemars sur son bébé qui la hait ou qui l'appelle. Ces conséquences sont maintenant bien connues et sont identifiées sous le nom de syndrome post-abortif. La liberté pour beaucoup de nos contemporains, c'est faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, si je veux. Donc, en l'absence de tout repère moral. Mais pour un chrétien, la liberté, ça n'est pas ça. La liberté, c'est un cadeau que Dieu nous a fait pour nous déterminer nous-mêmes vers le bien. Notre liberté, nous pouvons nous en servir pour avancer humainement, spirituellement, chrétiennement. C'est pour ça qu'elle est faite. Et une personne qui s'en sert pour commettre des actes qui sont contraires à la morale naturelle ou morale chrétienne, finalement... gaspille sa liberté et fait un mauvais usage de sa liberté. La liberté, c'est la capacité de faire le bien. C'est pas de se servir de ça pour faire du mal, et en particulier à un fœtus qu'on pourrait porter. Comme je suis enseignante, en fait, c'est vrai que je me suis formée aux différentes dys qui peuvent exister, des orthographes, dyslexiques, dyscalculie, etc. Et puis, en fait, je me rends compte en voyant mes élèves au quotidien, et bien que chaque enfant a un handicap et que même des enfants qui sont très bons scolairement, voilà, il y a toujours quelque chose qui ne va pas, comme nous, comme chacun d'entre nous. Et je me suis dit, c'est vraiment dommage de se focaliser là-dessus, parce que voilà, il aura une vie malheureuse, etc.
Et en fait, voilà, il peut arriver plein de choses dans la vie qui sont horribles et c'est pas pour autant que les gens auront une vie horrible. Et voilà, et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que voilà, ben, mon bébé, il sera peut-être autiste, il sera peut-être dyslexique, il aura peut-être une scolarité hyper difficile, peut-être que il va avoir un choc psychologique qui va faire qu'il aura du mal à se faire des amis. Voilà, bah, c'est les choses de la vie. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il aura une vie ratée, et ça ne veut pas dire qu'il sera malheureux, quoi. Je suis confiante parce que je me dis que voilà, ce que Dieu va nous donner, ça va être un enfant et qu'il donnera à cet enfant tout ce qu'il lui faut pour qu'il ait une belle vie et qu'il nous donnera aussi à nous, ses parents, ce qu'il faut pour qu'on essaye de l'élever le mieux possible. Voilà, mais c'est vrai qu'après, on a pris le parti, nous, de faire en sorte que la trisomie n'inonde pas notre vie. Enfin, je veux dire, elle est là, au milieu de nous, mais on ne focalise pas du tout sur elle. Donc là, on n'a pas focalisé non plus vraiment. Bon, après, elle s'est fait opérer du cœur, donc là, évidemment, c'était compliqué, mais on n'a pas envie de ça. Enfin, voilà. Après, c'est un autre voyage. C'est un autre voyage. Et encore une fois, voilà, je pense que le choix qu'on a fait nous rend heureux. Voilà. Même si, encore une fois, la vie peut être compliquée, mais le choix de la vie nous rend heureux. Voilà.